Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant, et maintenant avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en juin 1867, précisément le 7 juin. C'est le jour qu'on choisit 3 empereurs, Bismarck, le tsar Alexandre II et le Kaiser Guillaume, pour un repas resté célèbre dans un haut lieu de la gastronomie de la capitale, Olivier. Oui, vous imaginez bien que ce jour-là, on s'affaire sévèrement dans les cuisines de ce qui est, à l'époque, l'un des plus prestigieux restaurants de Paris. Au fourneau, le chef a un peu la pression. Comme vous l'avez dit, il s'apprête à recevoir non pas 1 ni 2, mais bien 3 empereurs à sa table. Votre rêve, en quelque sorte, Mais il n'y a pas Stéphane. Napoléon III. Non, vous l'avez dit, il y a Donc c'est Guillaume Ier. il y a 2 empereurs et un Premier ministre. Et Guillaume Ier, qui est roi de Prusse, c'est lui qui a convié Alexandre II, le tsar de toutes les Russies, il y a le tsarovitch qui est là aussi, et le prince de Bismarck, pour un dîner qui se veut mémorable et qu'on a d'ailleurs, que l'histoire a gardé comme le dîner des 3 empereurs. Il faut dire que les 3 hommes sont à Paris pour visiter l'exposition universelle, et après avoir assisté à une représentation à l'opéra, les voilà au Café Anglais. Oui, l'adresse la plus chic du Paris de l'époque. Oui, elle a été créée en 1802 à l'angle de la rue Gramenon et du boulevard des Italiens. Au départ, c'est une simple rôtisserie qui va devenir un des tout premiers restaurants gastronomiques de la capitale. Le lieu doit son prestige à un chef, Adolphe Dugleret, disciple du grand Antonin Carême, et qui va en faire, dès les années 1840, l'endroit en vue de la capitale. Guillaume Ier est un client fidèle, il aime venir déguster entre autres le fameux potage Germini, qui est à base de crème et d'oseille. Mais revenons à notre soirée, puisque les convives s'impatientent un peu, comme nous. Durant 8 heures, vous avez bien entendu, 8 heures, ils vont manger un défilé de plats absolument incroyable. J'ai retrouvé le menu. Bon, vu le temps qui m'est imparti, je ne peux vous citer que quelques séquences, mais quand même, ça devrait vous ouvrir l'appétit. On commence traditionnellement par des potages, vient ensuite le filet de sole à la vénitienne, les escalopes de turbot au gratin, de la selle de mouton. Alors ça, ce ne sont que les relevés, c'est ce qui précède les entrées. Non. Ah oui, parce que voici maintenant le homard à la parisienne, le pâté chaud de caille, le poulet à la portugaise, les canetons à la rouennaise. Le caneton à la rouennaise, c'est une recette qui va donner plus tard le célèbre canard au sang de la Tour d'Argent, ou encore des ortolans, vous savez, ces petits oiseaux qu'on ne peut plus aujourd'hui commercialiser, présentés sur des canapés. Et enfin, évidemment, les desserts. Et on imagine des vins exceptionnels. Là, j'en bave rien que d'en parler. Un Madère 1810, retour des Indes. Ce que ça veut dire, retour des Indes, c'est que ce sont des vins qui ont fait l'aller-retour en bateau jusqu'au comptoir des Indes. Ça a pour effet de les faire vieillir prématurément et de les oxyder dans les tonneaux. Ça leur donne un goût un peu particulier. Il y a les plus grands Bordeaux de l'époque qui sont présentés dans les millésimes dans 1847 et 1848, avant le fameux classement de 1855. Donc, Château-Latour, Margaux, Lafite et Yquem, on savait déjà faire, uniquement donc des premiers grands crus classés, et puis du Chambertin 1846. David, le vôtre était en moins bonne forme, pourtant il était moins vieux, mais aussi le champagne préféré du tsar, le Cristal de Roderer, dans la bouteille, a été spécialement créé pour lui. C'est une bouteille à fond plat pour éviter qu'on puisse mettre dedans des explosifs qui pourraient lui sauter à la figure au moment où on lui sert son champagne. Oui. Et après ça, j'imagine, tout le monde était copieusement repu. Pas tout à fait, puisque sur les coups de 1h du matin, après avoir fumé quelques cigares et absorbé force digestif, le tsar s'est plaint de ne pas avoir dégusté du foie gras. Alors on lui a gentiment fait comprendre que le foie gras ne se servait pas en juin à Paris. 3 terrines lui ont donc été envoyées quelques mois plus tard. Moi, en tout cas, j'aurais pas voulu régler l'addition. Eh bien, en vous cotisant avec David et Jean-Luc, vu le montant de vos rémunérations, vous devriez pouvoir y arriver. L'addition payée par Guillaume Ier s'est montée à 400 francs de l'époque par convive, ce qui, en francs d'aujourd'hui, en euros d'aujourd'hui, représenterait 9 000 € par personne. Alors, donc 3 fois 9. Oui, 3 fois 9, ouais. Ça fait quand même un peu d'argent. Ouais. Ah ouais. Pour la petite histoire, le café anglais a disparu en 1913. Une partie de ses boiseries et de ses somptueux miroirs ont été rachetés et installés à la Tour d'Argent. Et c'est également à la Tour d'Argent que se trouve la table sur laquelle fut servi ce repas mémorable. Ah ben c'est passionnant. Merci beaucoup. Mes aïeux, quelle époque. Merci Olivier.